Ben écoute, déjà, on voulait te remercier de participer à cette interview, hein, comme tous tes collègues animateurs. Mais c'est vraiment très sympa et nous, on est ravis de vous avoir et de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous. Je pense que effectivement, c'est peut-être ce qui a manqué du côté des participants et c'est pour ça que nos copains de la capitalisation sont parfois un peu jaloux. Mais bon, Mhm. voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci à vous pour continuer le travail au-delà, hein, pour poursuivre les échanges. Sinon, donc dans ce questionnaire, on va aborder quatre thèmes. Mhm, Le premier, ça va être un peu centré sur toi en tant qu'animateur, tes objectifs et tes compétences. mhm, Le deuxième thème, ça va être tous les thèmes que vous avez proposés pendant les séances. mhm, Le troisième, ce sera plutôt sur les participants et leurs compétences. Donc, on va repartir un petit peu sur le mhm, sondage pour essayer de croiser un peu les mhm, réponses. mhm. Et le dernier, ce sera un bilan. D'accord, très bien. Voilà. Mais juste avant de commencer, une petite question sur les rôles. Est-ce que vous vous êtes distribué des rôles et quel aurait été le tien si vous êtes distribué des rôles? Oui, en fait, en pratique, je pense qu'on n'avait pas forcément réfléchi en amont à la manière dont les rôles allaient être diversifiés, même si dans le panel qui avait constitué, puisque l'idée vient d'Anne-Céline, qui a ensuite appelé Jean-Marie, qui m'ont ensuite appelé, et on a ensuite appelé Christine. Mais c'était toutes des compétences complémentaires, on va dire, dans les différents éléments. Donc, il y a des rôles distincts qui ont émergé. Je pense que Christine, Anne-Céline et Jean-Marie étaient plus au fait aussi que moi sur le contenu du MOOC en tant que tel. Je parle de la substance, alors que moi j'ai plus participé à la partie réflexion autour de la partie technique. Puis c'était moi qui gérais effectivement tous les directs et des choses que les gens ne voyaient pas forcément. Je pense à la séance 9 où on a eu quand même beaucoup de soucis de son, où je me suis déconnecté volontairement d'une des machines et je faisais le montage en voyant qui parlait avec les petits indicateurs tout en bas où on voit en vert qui parle en fait. Donc c'était la séance la plus catastrophique. C'est des choses qu'on essaye de masquer, mais voilà, c'était un petit peu ce type de rôle là avec des éléments aussi sur le fait de petits trucs de rien du tout, comme le flux qui agrégeait tous les participants qu'on a intégré, le flux RSS, j'entends, et des choses comme ça. Un tout petit truc, pas pour tout le monde. Oui. Mais c'est bien Et voilà, d'avoir. ça dépendait des compétences de chacun, hein. C'était aussi pour ça, je pense que ça a pu marcher, c'est-à-dire que chacun avait des compétences complémentaires. Effectivement, l'idée du hangout, parce on a longuement réfléchi à quelle était la solution qu'on allait opter, et puis en fait, la solution des hangouts, c'est moi qui l'ai proposé et je l'avais eu en idée parce que ça m'était venu de quelque chose de totalement différent que les éléments traditionnels, mais j'étais en contact avec une professeure de manga qui travaillait à Tokyo et en fait, il y a des écoles de manga là-bas qui commencent à s'intéresser à comment faire des cours à un public international et donc eux ils avaient expérimenté justement le hangout pas en live streamant puisque cette capacité-là elle est assez récente mais voilà et c'est de fil en aiguille c'est ça qui m'a donné l'idée de cette solution-là qui était la plus ouverte et la plus euh, facile à mettre en œuvre vu les moyens qu'on mettait dans le MOOC. Génial. Ben, merci. Sinon, donc, on va passer donc au premier thème. Quel était, toi, ton objectif personnel en faisant ce MOOC avant, quoi, au départ? Au départ, en fait, c'était vraiment de lancer une réflexion générale, de donner un coup de pied dans la fourmilière par rapport aux cours ouverts, de se lancer dans une aventure excitante qui est assez proche aussi de tout ce qui est communauté du logiciel libre. Moi, j'étais assez impliqué par rapport à ces éléments-là dans le passé, à inciter mes étudiants à participer à ce type de développement, à les intégrer dans le cadre de projets
dans le domaine du libre. Et pour moi, les MOOC, c'est une extension dans le domaine de la connaissance et du développement de compétences d'un certain nombre de principes qui sont sous-jacents au logiciel libre. Voilà, avec la possibilité que chacun puisse suivre, participer, contribuer, apporter quelque chose à la communauté, avoir cette construction commune, ces échanges et ce reversement, on va dire, des efforts à toute la communauté. Voilà, un petit peu l'idée qui était derrière. Merci. Est-ce que cet objectif a évolué au cours du MOOC ou est-ce que tu t'es gardé toujours celui-là? Je dirais qu'il n'a pas forcément évolué en tant que tel par rapport à ma participation à ce cours-là. Après, il y a des choses qui forcément liées à l'actualité, liées à un certain nombre de choses, se sont affirmées. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, en tout cas moi, quand je me suis lancé dans le projet au printemps par rapport à ce MOOC-là, on réfléchissait pas forcément à la suite, on n'avait pas réfléchi forcément aussi à l'applicabilité aussi dans le cadre de nos établissements. Et ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'était pas prémédité que nos élèves, enfin en tout cas que les miens et que ceux de Jean-Marie aient la possibilité de suivre le MOOC ITIPA dans le cadre de leur cursus. C'est quelque chose qui s'est fait, je sais pas, 2 ou 3 semaines avant le début du lancement, où de mon côté, c'est le directeur de la formation qui, par ailleurs, avait entendu parler plutôt des XMOOC et de ce type de dispositif novateur et qui s'est dit pour voir un petit peu comment on doit se positionner, quel est le retour des étudiants d'écoles d'ingénieurs qui sont dans un contexte assez particulier aussi, dans leur bulle parfois, de voir comment ils ressentaient ce type d'ouverture. Et voilà, c'est un petit peu de fil en aiguille que ça s'est fait. Et là, forcément, c'est des éléments connexes, c'est-à-dire que euh, mes motivations profondes n'ont pas changé sur pourquoi j'ai participé à ce MOOC-là, mais il y a des éléments qui sont additionnés, il y a des éléments de motivation complémentaires qui sont venus et qui n'étaient pas prévus initialement, clairement. Et là, de la même manière, pour moi aussi, je pense que c'est pareil pour nous tous, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire après, comment on tire parti de cette expérience-là, comment on va au-delà, et puis même voilà, sur l'élément connexe qui est le ressenti des élèves ingénieurs, pour moi, le travail n'est pas fini, puisque j'ai une séance en présentiel avec eux pour aussi débriefer. J'ai déjà fait une séance avec eux en novembre, mais pour après coup voir l'analyse critique, un petit peu plus à froid aussi, comment ils le perçoivent. Voilà, donc l'aventure MOOC ITIPA saison 1 n'est pas encore totalement finie non plus. Mais elle se terminera-t-elle un jour? Bah, oui, est-ce qu'il faut que ça se termine? Ça, je sais pas. En tout cas, est-ce que toi tu penses avoir atteint ton objectif ou est-ce que c'est en cours ou voilà. Non, par rapport à l'objectif d'ouverture et par rapport à l'idée aussi qu'il y ait ce type de MOOC connectiviste qui peut être mis en place, ouvert à tous, puisque il y a aussi, entre XMOOC et CMOOC, il y a aussi des éléments, des modèles économiques différents, hein. C'est un petit peu comme pour le développement logiciel, si je continue de filer ma métaphore. Quelque part, ça a montré que des choses étaient possibles, des choses étaient faisables avec une certaine ouverture. Je pense qu'il y a un travail à faire après d'analyse assez approfondie sur comment la communauté a évolué, sur comment quand il y a des petites communautés qui viennent adhérer au MOOC, qui viennent le suivre, comment on les ouvre. Moi, j'ai beaucoup cette question-là par rapport à mes élèves parce que quand j'ai fait la première séance avec eux, j'ai été frappé de voir qu'ils me disaient ils ont essayé, ils ont fait un blog, ils ont fait des choses, mais ils avaient très peu de commentaires, voire ils n'avaient pas eu de commentaires. Et quand on leur demandait s'ils avaient eux-mêmes laissé des commentaires, la réponse était non. C'est-à-dire, ils attendent qu'il y ait une interaction magique qui ait lieu. Et voilà. Et puis ils étaient restés un petit peu dans leur sphère, c'est-à-dire certains ont suivi les séances en fait tous les jeudis soirs depuis chez eux. Voire certains se sont rencontrés à 4 derrière le même écran et se retrouvaient comme ça le jeudi soir. Mais ça restait dans la petite communauté. Moi, je regrette un petit peu de ne pas les avoir plus vus en termes d'interaction. On les a vus sur IRC un petit peu sur Twitter, mais ça reste très très timide par rapport au nombre qu'ils étaient. Enfin, ils étaient quand même 28, donc il y avait moyen d'avoir une vraie visibilité à ce niveau-là. Donc
cette question de l'ouverture des communautés est toujours une question difficile. Enfin, mais je pense qu'on est obligé de passer par là, de se demander comment, pourquoi, et puis de se demander aussi les motivations de chacun à participer à ce type de cours. Et même chez les élèves, les motivations étaient très très différentes. Je parle de ceux que j'ai le plus vus, et puis aussi ceux qu'on a quelque part moins entendus, mais ils étaient là, mais ils étaient un peu trop timides dans leur coin. Ils sont jeunes, ils sont en formation, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Affaire à suivre alors. On va passer aux compétences. Et quelles seraient pour toi les 3 compétences prérequises pour animer un MOOC pour que ça fonctionne? Non, non, il faut que chacun d'entre nous donne 3 compétences, enfin des animateurs donnent 3 compétences dans le domaine qui l'a concerné. Bon, Non, pas forcément. Et toi, imagine que demain, quelqu'un vienne te voir et te dise, ben voilà, moi je voudrais animer un MOOC. Allez, moi Brigitte, je viens te voir et je te dis, ben Morgane, je veux animer un MOOC demain. Qu'est-ce qu'il me faut au minimum 3 compétences indispensables pour moi? Celles que tu as développées. Moi, je dirais que déjà, il faut pas, avant de parler de 3 compétences, je dirais, à mon avis, il faut pas être seul dans l'aventure, quoi qu'il arrive. Parce que, il y a une forme de fatigue aussi à un moment donné, il y a une forme de relais qui se met en place. Et ça, je pense que c'est important de pas se lancer seul dans cette aventure, surtout dans une aventure qui est ouverte. Et je pense que ça serait, voilà, ça c'est mon premier conseil. C'est long, parce que là, 10 semaines, c'est long. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le premier conseil. Et donc, sur peut-être aussi avoir une légère redondance des compétences. Ça, c'était le cas. C'est-à-dire que il y a une séance où j'ai pas du tout été là, où Jean-Marie a pu prendre le relais par rapport à la diffusion. Si je parle de ce que je vois et ce que j'ai vu, Christine n'a pas été là sur une des éléments et Jean-Marie et puis Anne-Céline ont pu prendre le relais sur ses compétences à elle. Donc cette redondance-là, elle était importante pour pouvoir assurer la continuité effectivement sur 10 semaines. Après, sur les compétences, je dirais une grande organisation, c'est-à-dire prévoir, planifier quand même bien à l'avance les différents éléments, mais en même temps une adaptation au changement et au cas critique. Voilà, alors ça peut être parce que telle ou telle personne finalement n'est pas disponible à tel moment pour participer. Ça peut être parce que il est 17h59, il n'y a pas encore les gens qui sont invités et on doit lancer à 18h. Donc un peu de sang-froid et de capacité d'adaptation. Et puis après, en troisième, je dirais, c'est difficile, mais voilà, être ouvert au retour, ça rejoint la deuxième, hein, je disais être adaptatif, mais c'est aussi entendre ce que les gens ont, avoir conscience que la pratique réflexive dans ce type de modalité d'enseignement, elle est assez indispensable, elle est fondamentale. Merci. En participant à ce MOOC, est-ce qu'il y avait des compétences que tu n'avais pas et que tu visais à acquérir? Quelque part, je dirais que c'était quelque chose de tellement nouveau que je ne me suis pas forcément dit ça sera enfin voilà, je vise telle et telle compétence bien identifiée et je vise à les acquérir. C'était plutôt voilà, on se lance dans quelque chose de nouveau, on sait qu'il va y avoir des défis, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des choses sur lesquelles on va plutôt réussir, il va y avoir des choses sur lesquelles on va moins réussir. Je pense que enfin en tout cas moi j'ai appris pas mal sur l'animation de réunions de ce type-là. C'est-à-dire, c'est quand même très différent de l'animation en présentiel. C'est très différent oui, même de visio à distance, mais de visio de travail. Là, on était quand même dans des choses où les gens nous regardaient. Donc, Christine, par exemple, a établi au fur et à mesure une liste de recommandations des animateurs et de se rappeler un certain nombre de choses pratique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments
auxquelles on avait pu penser en amont, du genre couper les micros quand vous allez taper, des choses comme ça. Ça, j'avais bien prévenu tout le monde par rapport à ça, mais je m'attendais pas, par exemple, à ce que les gens fassent attention à notre comportement dans les petites fenêtres et s'il y a quelqu'un qui manifestement s'ennuie, puisque moi, visiblement, il y a un des participants qui se demandait ce que je faisais là, quelque part au début. Et voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à tous ces éléments-là, même si on n'est pas sur le devant, là, à l'heure actuelle, si on n'occupe pas la fenêtre principale. Donc, oui, il y a une façon de se comporter durant ce type de diffusion en live auquel on ne pense pas forcément. On apprend à ses dépens. Ah oui, et puis on a appris des choses. Voilà, le coup de la lumière là pour mieux allumer. Enfin, effectivement, il y a tout un aspect de forme qui a une importance pour que ça soit un peu plus attractif, un peu plus facile à suivre. D'accord. On va passer au second thème, qui est plus sur le programme et le déroulé des séances. Alors même si effectivement tu étais moins impliqué sur le contenu, mais d'après toi, quels seraient les deux thèmes de séance qui ont été le plus riches ou le plus intéressants? C'est difficile d'exclure la dernière séance, mais d'un autre côté, c'est la dernière qui est dans nos têtes. Donc, ce que je dirais que pour moi, la dernière séance et l'intervention de Marcel Lebrun a permis de faire un bilan général, global, qui était particulièrement intéressant, particulièrement ouvert et vivant. Mais bon, Marcel est quelqu'un qui arrive à rendre les choses tellement vivantes et tellement... En même temps, il a conscience de tous les freins qu'on peut rencontrer par rapport à ce type de dispositif, mais il est toujours très très. Il a plaisir à partager, ça se sent. Après, je dirais que la séance qui m'a dans laquelle j'ai été le plus intéressé par rapport aux éléments abordés, c'était la séance numéro 7 sur l'apprentissage social où ben voilà, j'ai trouvé une intervention très très riche, énormément de choses dedans, et puis là quelque part tout coulait, c'est-à-dire ouais, c'est le moment où on a un petit peu repris en main l'animation des réunions, des séances à l'initiative de Christine, et je pense que ça, pour tout le monde, ça a été un moment où ça s'est vu. J'avoue que les premières séances, je les ai revues après, pendant. J'en avais très peu de souvenirs et très peu d'éléments. C'était quand même tout en art de jongler entre la partie diffusion, entre la partie les échanges sur Twitter, IRC, le compte YouTube. On s'est un petit peu plus organisé au fur et à mesure. Après, ça s'est moins vu. Mais alors, ouais, les deux premières séances, les souvenirs étaient très... J'ai souvenir d'avoir eu très chaud. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on doit dire normalement, ça doit être du contenu, mais voilà. Non, on dit justement, si on vous invite chacun personnellement, c'est pour avoir votre retour personnel. Et voilà, si on t'a entendu moins, il est important que ceux qui n'en avaient pas conscience puissent comprendre que oui, il y a toute une machine derrière finalement. Du coup, les moins riches, les moins intéressants. C'est moins drôle. Non, ouais, c'est moins drôle. Je dirais pas qu'il y en a eu vraiment globalement. Après, tout dépend de ce qu'on vient chercher en plus, parce que par rapport aux thématiques, il y a un certain nombre de choses que certains d'entre nous connaissent. Bon, par exemple, la dimension réseau social était une dimension que je connais très bien pour faire des interventions, pour pratiquer les réseaux sociaux avec mes étudiants. Donc forcément, cette thématique-là, j'y étais plus familier et bon, j'ai appris moins de choses, mais ça, c'est lié aussi au profil de chacun. Et je dirais les séances les plus dures, ça a été les séances qui techniquement pour moi étaient les plus difficiles. Donc on va dire la première séance parce que c'était la première et puis l'avant-dernière séance parce que
bah, on a eu quand même très chaud. Voilà. La dernière a failli nous donner quelques sueurs froides, puisque Marcel est arrivé 30 secondes avant qu'on lance la diffusion. Il est arrivé à 18h pile. On a eu un petit peu, enfin, j'ai eu un petit peu chaud, mais voilà. Ouais. Eh ben, merci. On va passer donc au thème suivant, donc les participants et les compétences. Oui. Donc, selon toi, au départ, pour suivre un MOOC, quelles étaient les compétences prérequises qu'un participant devait avoir pour le suivre dans de bonnes conditions, évidemment? Je pense qu'en termes de, c'est une bonne question parce que, enfin, j'ai eu la même question quand j'ai mis en place la fiche de cours par rapport à mes étudiants, c'était de savoir si aussi on demandait des compétences et c'était quelque chose à l'époque où j'ai mis pas de prérequis particuliers à part savoir utiliser un ordinateur et un navigateur Internet. Et pour moi, c'était un petit peu les deux seules compétences qui étaient nécessaires. Après, je pense que il y a une compétence de savoir établir des interactions de base sur Internet avec d'autres participants, que peut-être je rajouterais textuellement, euh, non pas qu'elle est forcément indispensable dès le départ, mais pour sensibiliser les gens à cet élément-là, et je le redis, je suis un peu biaisé par l'étude que j'ai un petit peu plus approfondie du panel d'étudiants que j'ai pu suivre. Mais voilà, un petit peu à ce niveau d'interaction. Je pense que les gens qui sont venus, comme vous, comme d'autres, interagir, mais qui avaient déjà une vision peut-être un peu plus large de ce type de communauté, de ce type de modalités de cours, ont eu plus de facilité en fait à interagir parce qu'ils étaient quelque part, ils étaient prêts et ils venaient pour ça. Alors que, par exemple, il y a sans doute certaines personnes, enfin je le sais chez mes élèves, qui n'identifiaient pas différence CMOOC, XMOOC avant, qui ont été sans doute un petit peu déstabilisés par ces éléments-là et par ces notions-là. Je pense que c'est des notions sur lesquelles il sera important pour tous que globalement, que les différentes modalités de MOOC se popularisent, parce que je pense que pour certains décideurs, notamment, les MOOC à l'heure actuelle, c'est les MOOC à l'anglo-saxonne, enfin à l'américaine, les Coursera et autres, où la dimension connectiviste peut être beaucoup moins importante. Ouais. Et quelles seraient pour toi les compétences que les participants ont pu développer dans ces 10 semaines? Je pense qu'il y a eu des compétences de travail collaboratif très nettes, hein. L'émergence des pads, par exemple, elle me paraît assez notable. Et finalement, je pense que vous avez tous développé un certain nombre de compétences par rapport à la gestion de ce type de prise de notes collaborative, qui sont très intéressantes et très précieuses. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a aussi quand même des compétences en termes d'interaction, euh, facilité d'interaction avec des personnes d'horizons différents, avec des problématiques différentes, tant en termes de contenu qu'en termes de, de ce qu'ils venaient chercher par rapport à un MOOC. Et puis, je pense aussi ne pas négliger la dimension technique parce que on a vu les choses se faire au fur et à mesure. Effectivement, il y a eu des questions très techniques au début avec des gens qui ont développé des compétences par rapport à l'agrégation de contenu, à comment suivre, comment s'organiser, comment ne pas se noyer par rapport à la foule de contenu que Internet peut recéler. Et puis, voilà, des fortes compétences d'organisation par rapport à ces éléments-là. Et puis, ensuite, tout va avec, c'est-à-dire la prise de notes va avec. C'est aussi des éléments d'organisation qui sont venus. Ok. Tu nous en as parlé déjà un petit peu, mais on voulait justement te demander des nouvelles des étudiants de l'École centrale de Nantes. Donc, Alors,
Nos 28 étudiants, en fait, ont participé. Moi, je suis assez curieux de voir. Je les incite à participer aussi à la capitalisation, mais bon, pour l'instant, des échos que j'ai, il y a eu pas mal d'examens et des choses comme ça, et donc ils sont un petit peu moins dessus. J'espère qu'ils vont revenir. Enfin, c'est vraiment une de mes attentes par rapport à ça. Je suis curieux de savoir si pour eux le MOOC va s'être arrêté au 13 décembre ou s'ils vont être allés un peu au-delà du travail que je leur demande, c'est-à-dire qu'ils ont un petit rapport synthétique à émettre, ils ont euh, comment ils ont un portfolio aussi à m'envoyer par rapport à leur production. Certains s'étaient mis à plusieurs et ont voulu travailler merci, ont voulu travailler à plusieurs sur un blog, sur la construction d'un blog. Le fait d'avoir fait une séance intermédiaire, c'est assez intéressant parce que on a pu identifier un certain nombre d'éléments sur lesquels eh bien, ils pouvaient s'améliorer. C'est-à-dire que ce que j'attends aussi par rapport à la séance finale qu'on va faire avec eux, c'est de voir si par rapport aux différents éléments qu'on a identifiés comme étant améliorables chez eux, est-ce qu'ils vont l'avoir mis en œuvre en fait par rapport à tout ça. Et c'est des éléments auxquels je serai attentif parce que si je fais un petit peu la synthèse, parce que j'avais fait une synthèse avec eux à l'issue de la séance présentielle que j'avais eue, en fait, globalement, ils avaient tous été assez actifs par rapport au MOOC, certains un petit peu plus passifs à suivre les séances, effectivement, à en connaître le contenu. Et eux, alors, c'était à l'époque, il y avait que les 6 premières séances qui avaient eu lieu, mais la séance la plus frappante pour eux tous, ils citaient Denis Lamontagne, qui était la séance à partir de laquelle ça s'était éclairé, alors que sur les séances précédentes, ils nous avaient notamment entre guillemets reproché d'être trop MOOC centré, c'est-à-dire ils avaient l'impression que c'était un MOOC sur un MOOC et ça les avait un petit peu déstabilisés par rapport au contenu. C'est normal, mais vraiment l'intervention de Denis Lamontagne était vraiment revenue de manière voilà, récurrente. Donc ils nous ont fait beaucoup de remarques sur les outils. Ils étaient très technocentrés, ce qui n'est pas vraiment étonnant vu leur formation. Mais c'est vrai que c'était très technocentré et on leur a dit, Anne-Céline était là également, de un petit peu se détacher de cet élément technique auquel ils ont forcément. Euh, mais si j'ouvre juste une parenthèse rapide, c'était amusant, puisque je me rappelle de l'étudiante de Jean-Marie Gilliot qui était intervenue en séance 2 et qui disait que, contrairement à ce qu'on dit, tous les gens de la génération Y ne sont pas très doués, et certains m'ont tenu le discours inverse, et m'expliquaient que eux, ils avaient tellement de compétences par rapport à la masse des participants, parce que on a un petit peu atténué quand même. Voilà, donc ça c'était pour Oui, la petite comme des parenthèse. Hein. Australiens, quoi. Non, faut pas dire ça. Ah Ils sont ben, gentils. Un petit débat amené entre les deux, ça peut être intéressant. Oui, enfin bon, Qui bref. discutent entre eux aussi. Pardon? Puis pour que les étudiants discutent entre eux Oui, oui, oui. ah, ça peut. Ouais. Ça c'était un petit peu, voilà, c'était un peu l'objectif. Hein. Et ça c'est aussi, on a un petit peu, je pense que ça sera améliorable aussi la discussion entre les étudiants de même profil. Donc, si je reviens, oui, ils avaient beaucoup de remarques techniques. Et puis, alors, ils auraient vraiment voulu plus de centralisation. C'est-à-dire, la remarque est revenue hein, aussi de la part d'un certain nombre de participants, mais ils auraient aimé que ça soit beaucoup plus centralisé, dirigé par un noyau d'animateurs qui aurait encore plus pris le thème à bras le corps et leur aurait donné des directions. Bah voilà, telle semaine il faut faire ça, 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 mais détaillé, enfin, quitte à coucher des croix. Et puis enfin, ils se sentaient un peu partagés par rapport à la dimension d'interaction, mais ça j'en ai parlé un petit peu avant. C'est-à-dire, ils ont tous dit, on n'a pas eu beaucoup de commentaires sur notre blog. Hein. Après, voilà, on leur demande s'ils sont allés commenter ailleurs. La réponse était non.
ce qui du coup atténue un petit peu la remarque. Je pense qu'on peut pas on peut pas attendre des interactions sans en générer soi-même. C'est-à-dire qu'à moins de s'appeler je sais pas moi, enfin, si on avait eu Carla Bruni, peut-être que Carla Bruni aurait tout de suite eu des interactions sur son blog sans avoir besoin d'en générer elle-même. Mais globalement, là, l'étudiant X de telle école, hein, il n'y a pas de raison qu'il ait des commentaires, une foule de commentaires tout de suite. Après, il y a quelques remarques qui étaient assez des petites remarques de forme qui étaient intéressantes. On a commencé à plus dire au revoir à la fin des séances parce que c'était perçu comme une clôture de la session. Alors maintenant, on a dit à bientôt sur les réseaux et puis des petits retours comme ça au fur et à mesure qui étaient assez intéressants. Donc, je suis curieux J'ai vu des modifications de comportement de certains, mais bon, c'est la vision qu'on a sur le web avec les pseudonymes et une vision partielle. Puis, donc, je suis curieux de les revoir bientôt pour faire le point sur tous ces éléments-là, voir aussi ce qu'ils me font comme retour textuel écrit, voir comment ils participent à la capitalisation ou pas. Voilà. Si, juste un dernier point que j'avais noté. Ils sont obsédés par la perfection et certains disaient ah oui, mais je vais pas remettre quelque chose sur Internet alors qu'il y a déjà tellement de ressources sur Internet. Si ma ressource n'est pas parfaite, je ne vois pas ce que je vais venir rajouter. Et ça, c'est revenu chez beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire, il y a un frein clair, net, dès qu'il s'agit de rajouter quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres matières avec eux. C'est-à-dire, voilà, s'il n'y a pas, si tout n'est pas cadré, calé, s'il n'y a pas, si le problème est ouvert, eh ben, ils ont un petit peu de mal, mais c'est lié à la formation en question, enfin aux années qu'ils ont suivies. Hein. Là, ils sont en 4e année après le bac, donc ils ont eu 2 années de prépa enfin comment dire, elles formatent beaucoup les étudiants, voilà, les années de prépa, et elles ouvrent pas forcément énormément. Elles préparent à des concours, mais pas à acquérir une certaine maturité. Et eux ont voilà encore cette obsession de la perfection qui s'atténuera au fil des années. Enfin, je pense que c'était des étudiants de dernière année qui avaient suivi, on n'aurait pas eu les mêmes retours et les mêmes freins. D'accord. Ben, je t'ai mis juste l'adresse parce qu'on s'est fait une adresse Gmail sur la Ouais, capitalisation, donc on les accueillera avec plaisir, hein, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous contacter quand ils veulent. je Ou note ça. sur les réseaux, enfin, il n'y a pas de souci. Oui. On va passer au bilan. Oui. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Et si oui, lesquels? Non, il n'y a eu aucun imprévu. En fait, tout s'est déroulé de A jusqu'à Z selon le plan, puisque tout respecte toujours le plan. Euh, non, Ça forcément. paraît écrit plan, alors. Il y a eu un certain nombre. Alors, est-ce que c'est des imprévus? Enfin, c'est ce qui est dans la vie de tout projet, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses. On sait que ça va pas suivre le chemin global, c'est-à-dire, alors je vais parler avec ma vision très technocentrée, mais il y a eu des fois, il y a eu une séance où Christine devait arriver en retard et où elle n'arrivait pas à rejoindre la session. J'ai eu beau essayer de faire tout ce que je pouvais en mon pouvoir, et en plus ce jour-là. Oui, je lui avais envoyé des messages privés sur Twitter et Twitter lui a renvoyé des messages seulement 3 heures plus tard, donc ça n'a pas été d'une grande utilité. Des éléments comme ça, des éléments de gestion comme ça, où normalement les participants doivent arriver 30 minutes avant et puis ils arrivent 1 minute avant, voire pile à l'heure, ça fait un petit peu de stress. Mais globalement, on va dire, dans de gros imprévus catastrophiques. Bon, pour moi, le pire moment, ça restera l'avant-dernière séance, hein, je le redis, parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté. Et là, c'est pas justement, c'est pas pour jeter la pierre aux participants, mais euh, alors, on s'est posé à certains moments la question d'intégrer les participants à la toute fin certains participants à la toute fin des séances
pour faire un retour dans la deuxième partie de chacune des sessions. Est-ce qu'on inviterait des participants à rejoindre le Hangout? Comment on gère, comment on fait pour que ça soit cohérent? Et puis moi aussi au niveau technique, j'avais quelques craintes par rapport au fait que le micro, par rapport au retour, il faut les accueillir dans la même session que la session qui est ouverte. Donc ça, c'était un certain nombre de craintes, tant dans le fond qu'au niveau technique. Et puis finalement, ça s'est un petit peu réalisé avec l'avant-dernière séance où je pense que je n'ai pas été assez vigilant parce que là, je pense que il aurait fallu plus insister sur la nécessité de faire les tests en amont, mais bien en amont, d'arriver à bien en avance, et que cet élément-là, il était assez important. Pour ma part, je me suis un petit peu laissé endormir par les premières séances où ça s'est bien passé, c'est-à-dire tous les petits tests qu'on a pu avoir avec les participants, ça marchait tout le temps comme sur des roulettes, que les gens soient au Canada, qu'ils soient à l'autre bout de la France et autres. Euh, En fait, on n'a pas eu de soucis techniques majeurs sur les premières séances et au fur et à mesure, on va dire, on se dit, mais c'est bon, tout va bien se passer, hein. Et puis quelque part on oublie. Donc je prends ma part de responsabilité clairement sur l'avant-dernière séance. J'étais un petit peu malade de comment ça s'était passé parce que j'aurais dû un peu plus insister sur ces éléments-là. Voilà, on a été un petit peu trop confiant. D'accord. Et sinon, au niveau du rythme, du MOOC de ces 10 semaines, comment t'as tenu le rythme? Et quel a-t-il été? Je pense que au fur et à mesure, en fait, les premières séances ont demandé le plus de travail de préparation et puis au fur et à mesure, il y a eu un certain nombre d'éléments de fonctionnement qui se sont mis en place. Euh, je pense que Christine, Anne-Céline et Jean-Marie, au niveau du contenu, ont vraiment fait un travail énorme. Enfin, ça, c'est net dans la préparation. Christine qui nous préparait à chaque fois la fiche globale de la réunion, de comment ça allait se passer, et puis après on interagissait dessus. Anne-Céline aussi les a construites durant les premières séances, et c'était un élément, le conducteur de la réunion était fondamental, et Christine, je pense, grandement profité de ses compétences en la matière. Elle nous disait que, en aparté, quand on avait eu une discussion sur cet élément-là, que son passé par rapport à l'écriture pour la télévision l'avait bien aidé par rapport à ce type de construction-là, et je pense que elle avait vraiment une compétence très spécifique en la matière qui était très riche par rapport à cet élément-là. Enfin, j'insiste vraiment parce que je pense que la structuration des réunions était un élément fondamental sur lequel après on a pu se reposer pour faire d'autres choses, pour être sur les réseaux, pour interagir, pour tout ça, mais je pense qu'il y a eu voilà, chacun a essayé de faire le maximum par rapport aux compétences qu'il avait pour que sur les autres aspects, les autres n'aient pas à s'inquiéter ou à se faire de soucis et à se concentrer vraiment sur son domaine cible. Donc, oui, quelle était la question? Sur le rythme. Ah, le rythme, pardon. Oui, je suis désolé. Oui, non, le rythme. C'est très intéressant. J'ai un petit peu honte. Sur le rythme, non, le rythme de 10 semaines était quand même un peu intense. Et puis on voit bien que c'est un petit peu difficile éventuellement ne pas pouvoir être absent à une des séances. Quand on donne des cours pendant 10 semaines, il y a toujours la possibilité de s'arranger pour qu'un collègue nous remplace ou quelque chose comme ça. Et là, c'était un petit peu plus délicat à mettre en œuvre. Et c'était pour ça que tout à l'heure, je parlais de la redondance des compétences chez les animateurs, qui était quand même un élément important que l'un ou l'autre puisse prendre le relais sur tel ou tel élément. Moi, ça m'a bien arrangé qu'à une séance de ne pas pouvoir être disponible. Voilà, s'il avait fallu, j'aurais été, mais c'est vrai que c'était un petit peu agréable, et puis ça peut faire une respiration, c'était la séance 5, si j'ai bonne mémoire, que j'ai manqué, ça a fait une respiration par rapport au fait de continuer, et je pense que, voilà, je crois qu'il y a que Jean-Marie qui a dû faire l'intégralité des séances, il me semble qu'Anne-Céline en a manqué une ou deux, Christine une ou deux, et je crois que Jean-Marie a été là tout le temps. Il faudra lui demander comment il a vécu cet élément-là. Il nous a déjà répondu. C'était hier.
Mais voilà, si je devais remettre en place, eh ben, je ferais peut-être 10 semaines, mais avec une semaine de vacances, hein. Enfin, et puis, et autrement, moins long, quoi. Enfin, voilà. Je pense que 10 semaines consécutives, c'est un peu de la folie. Mm. Ça l'était. Quels ont été pour toi les points forts positifs de ces 10 semaines? Euh, je dirais les interactions, l'ouverture, le fait que les gens adhèrent, le fait que on se retrouve pas tous les quatre, enfin Christine, Anne-Céline, Jean-Marie et moi, tout seuls devant notre session, à voir qu'on est suivi par 4 personnes, que la vidéo est vue 4 fois, et puis voilà. Non, mais c'est important l'adhésion. Enfin, je pense que enfin, c'est vraiment ça. Enfin, quelque part, euh, enfin, moi, j'avais pas d'autres objectifs que de participer à lancer quelque chose. Et puis voilà. Et donc, si ça peut continuer, si les gens peuvent adhérer, si ça leur plaît, si il y a des communautés, des gens qui se rencontrent, etc. C'est fantastique. Et c'est enfin, l'essentiel est là. Si des gens sont mus par les mêmes motivations, par des motivations sur lesquelles ils peuvent se rejoindre par rapport à un certain nombre de projets, c'est exceptionnel. Donc ça peut être que positif, on peut être que content par rapport à cet élément-là. Je veux dire, même s'il y avait eu 2 personnes, enfin même si on avait été 6 au lieu de 4, on aurait déjà pu dire c'est un début. Moi voilà, je pense que c'est du temps qui a été passé, mais voilà, on peut être que. Enfin, moi, je suis super content de voir, par exemple, que vous continuez, qu'il y a des échanges sur Twitter, qu'on apostrophé sur Google+, etc. par rapport à ces éléments-là. C'est super. Et on répond sur Google+, quand on peut, parce que là, j'ai été apostrophé, je croyais, hier, et malheureusement, je ne peux pas laisser de commentaires chez Pascal Le Rudulier. Donc, j'ai pas pu réagir encore, hein. Tu ne peux pas laisser de commentaires. Ah, Non, non, parce que je dois pas être dans ces cercles, en fait. Ah Ça, oui. c'est le problème de certains réseaux sociaux, des configurations. C'est comment on interagit avec les personnes. C'est vrai que Twitter, on peut faire un arrobas à n'importe qui, faire une mention à n'importe qui. C'est quand même assez facile, du coup, même si la personne ne nous suit pas ou autre, d'avoir des interactions. Ça, c'est plutôt positif. On va le dire à Pascal. On va arranger ça. on va lui passer le message très vite. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a eu des freins? Et quels freins? Regardez. Alors, je retire tout de suite ce que j'ai dit en fait parce que j'avais pas vu. Non, mais c'est le problème des communautés Google où je reconnais ne pas encore avoir eu suffisamment de temps pour m'y mettre. En fait, on voit les posts des personnes, mais si on n'accepte pas d'être dans la communauté, on ne peut pas écrire dans la communauté. D'accord. Voilà, donc là, je viens d'accepter d'être dans la communauté Google plus CityPy, et donc maintenant, je pourrais aller commenter. Bien, Eh en ben, direct live. en direct, hein, on acquiert de nouvelles connaissances, hein, c'est merveilleux. Alors, bienvenue dans la communauté Google Plus Citipa. Merci. Euh, donc, Le- Les freins, oui. oui, les freins. Les freins par rapport à quoi? Par rapport à l'animation, par rapport à ce type de cours, par rapport à ITIPA en Euh, lui-même? Par rapport à un bilan global, est-ce que toi tu as senti des freins et quels étaient-ils? Après, il peut ne pas y en avoir eu, hein. Des freins personnels ou des freins structurels? Des freins personnels. Bon, je dirais que le frein de se lancer dans ce type d'aventure, maintenant qu'on sait le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend. Euh, c'est- voilà. Je pense je sais pas si tout le monde en avait conscience. Peut-être que mes co-animateurs étaient plus conscients que moi, je vais dire. Donc Christine, elle nous a dit aussi le temps. Ouais, mais parce que c'était. Enfin, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, qu'il y aurait autant de choses, qu'il y aurait autant d'éléments. Et ça, je pense que c'était. Voilà, c'est quelque chose qu'on a. Mais en tout cas, moi, j'ai clairement mésestimé. Je pensais pas que ce serait autant chronophage. C'était chronophage dans le bon sens du terme, mais c'était chronophage quand même, ce qui fait que dans un cadre un petit peu quand même. Euh, C'était un petit peu un cadre bénévole quand même. C'était un peu difficile, hein, effectivement, de tout le temps être autant à 100% qu'on le voudrait. Et pour moi, ça c'est
une des frustrations, c'est de ne pas avoir pu être autant que je l'aurais souhaité euh, à suivre tous les échanges, à suivre tous les contenus. La lettre que rédigeait Anne-Céline était quand même une précieuse aide pour avoir des pointeurs réguliers sur un certain nombre de choses. Parce qu'autant je suivais sur Twitter les contenus, autant sur le flux général des blogs, j'avais pas le temps je diagonalisais seulement. Donc l'élément d'Anne-Céline, la lettre était utile jusqu'aux animateurs. Au niveau des freins, autrement, je dirais structurellement, il y a alors là c'est une question ouverte, hein. Il y aura une vraie question sur comment ce type de cours est intégré après dans des formations d'enseignement supérieurs ou pas, comment on prend en compte les investissements de chacun, et ça c'est des éléments qui sont ouais, qui seront à construire, parce que je pense qu'il n'y a pas il y a pas de réponse à l'heure actuelle claire sur ces éléments-là. Personne a de réponse claire sur ces éléments-là. On a il y a des pistes, hein, par rapport aux cours à distance, etc. Il y a déjà des choses qui ont été faites, mais par rapport à la massification, c'est quand même des choses nouvelles à penser. Et si demain, tous les enseignants alors je vais revenir à mon petit établissement, entre guillemets, mais si tous les enseignants de mon établissement se disent les MOOC c'est trop génial, on va tous en faire, comment on fait ça? Comment est-ce que l'administration, parce que cet élément-là est quand même à prendre en compte, valorise ce type de participation? Le temps apprenant n'est pas le même que le temps animateur. Enfin, c'est des choses dont on a conscience, mais voilà, il y a une massification. Comment on structure ça? Comment on soutient la communauté? Quel est le rôle il faut changer aussi la vision du rôle de l'enseignant, et ça, il faut aussi être prêt à avoir une modification à ce niveau-là. Et puis, dans les freins, il y aura aussi le contenu, le thème. Donc, pour Itipa, et c'était ce que je disais à mes élèves pour leur illustrer que Itipa, le thème, apprendre sur Internet, franchement, je leur aurais fait un cours magistral de 32 heures sur comment apprendre sur Internet, mais ça aurait été, j'aurais eu 2 étudiants à la fin, et encore, ils auraient été là pour faire des mots croisés plutôt que de suivre le contenu du cours. Voilà, c'était typiquement le thème qui se prêtait bien. Demain, il n'est pas sûr que tous les thèmes se prêtent aussi bien à ce type de cours. Donc ça, il faut en avoir conscience, parce que le thème était particulièrement adapté. Il y a plein d'autres thèmes qui sont adaptés, hein, mais il y a peut-être des thèmes moins adaptés que ça. Ah oui. Et quels seraient pour toi les sujets d'amélioration dans un prochain MOOC? On a tellement à s'améliorer sur pas mal de choses. Surtout sur l'organisation, je pense que la première chose que je ferais si demain je refais un MOOC, c'est un petit peu plus structuré. Et puis je pense que en fait quand on a commencé au printemps et qu'on s'est dit on va le lancer en octobre, c'était loin le mois d'octobre. Et puis après le mois de juin, et puis après il y a le trou de juillet-août, et puis après on est en septembre, ah bah tiens. Voilà, ça se. Donc je pense que un planning beaucoup plus détaillé en fait que ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire que on avait un planning global, mais là maintenant, je pense qu'on voit bien les différentes tâches, sous-tâches, la manière de structurer les choses, la manière de se répartir les responsabilités. Et il y a des choses qu'on voit plus nettes, hein, qui seront clairement voilà, plus faciles à mettre en œuvre. Après, il y a énormément de choses. La plateforme était améliorable, hein, la plateforme. Alors voilà, ça c'est. On a pris la meilleure solution étant donné le temps qu'on pouvait y passer, étant donné les attentes qu'on avait. Mais ça, voilà, Jean-Marie et moi, au niveau de la plateforme technique, sur le contenu technique, on est en train de regarder d'autres types de plateformes parce que c'est des éléments importants pour faire vivre la communauté. Et je pense que cet élément-là, il était améliorable. La solution des hangouts, elle est aussi éventuellement, elle peut être remise en question par nos administrations si c'est un MOOC qui est à mettre en œuvre dans un cadre institutionnel, parce que c'est Google, parce que la solution Google, elle plaît pas à tout le monde, parce que
de contenu que vous mettez en ligne? Est-ce que les gens qui partageaient des diaporamas, quelle était la licence sur le diaporama? Ouais. Ce type de questions. Est-ce qu'il y avait des images qui venaient d'ailleurs? Enfin, c'est des éléments importants. Après aussi institutionnellement, là ça va, on est tous normalement tout le monde est gentil, mais voilà, peut-être que demain en fait là vous êtes en train de me live streamer sur YouTube, mais en fait je vous ai pas donné un accord écrit et puis je vais vous écrire et vous dire combien je suis scandalisé et puis comme Sauf que tu pourras te retourner que sur 2 personnes individuelles et qu'on n'appartient pas à une institution. Voilà, c'est ça. C'est Qui ça. gagnera pas grand-chose. Nous verrons tout ça. Non, c'est moi qui avais une idée géniale là. Non, mais c'est absolument vrai, tu as absolument raison. Voilà. Et puis enfin sur l'animation des réunions, ça s'est amélioré effectivement au fur et à mesure, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail aussi sur le découpage des séances, le post-découpage. Je pense qu'on a, en fait, on n'a pas, enfin moi j'ai pas vraiment pensé, je l'avoue clairement, en amont à qu'est-ce qu'on fera après, c'est-à-dire après le 13 décembre, qu'est-ce qu'on va faire. Et on s'est bien rendu compte en fait que sur certaines séances, il y avait peut-être intérêt à découper, à faire des éléments plus courts, des versions digest, que ça pourrait être intéressant pour un large public de couper des éléments. On a un peu regardé effectivement l'avantage YouTube permet de couper, de faire des éléments courts, mais on n'a pas prévu les moyens humains pour se dire bah tiens on va le faire sur chaque séance, ça sera partie du truc et puis peut-être que si on avait fait les choses correctement, bah, on l'aurait fait au fur et à mesure. Mais c'est une première. C'est à voir. Non, mais je parle des éléments d'amélioration. Hein. Voilà, des éléments d'amélioration. Après, bon, dans les éléments d'amélioration connexes aussi, on demandera à des maquilleuses d'intervenir pour nous. Hein. Coiffeur, maquilleur. Voilà. Je pense que c'est un élément indispensable à demander pour les prochains. Et le dressing à côté. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Et pour finir un peu sur l'amélioration, est-ce que tu as des nouvelles de l'équipe de recherche? Est-ce que tu as des retours de leur part? Non, j'ai pas de nouvelles de l'équipe d'Annie Gézego et de Paul Bouchard par rapport à leur étude, donc pas de nouvelles par rapport à ça. Donc par rapport à cette recherche-là, non. Sur la liste observateur, il y a eu un échange de mails il y a 2-3 semaines parce que j'ai un doctorant qui va travailler, je disais, sur la population d'étudiants, qui va envoyer, qui fait une étude sur la motivation des étudiants au fur et à mesure du MOOC. Et sur cette capitalisation-là. Donc éventuellement, je disais en introduction que je pourrais vous mettre en contact par rapport à ça, parce que ça peut vous intéresser, et puis il peut y avoir des échanges intéressants à ce niveau-là. Donc plutôt effectivement une approche qui doit pas venir voilà, qui va pas venir qui est vraiment une sous-étude par rapport à ce qu'ont prévu de faire Paul et Annie. Mais non, j'ai pas de nouvelles autres par rapport à ça. D'accord. Et notre dernière question, c'est quel est, toi, le retour que tu as des institutions, de la communauté enseignante en général, sur ce type d'apprentissage et sur les mots? Alors, à TIS 2012, là, auquel on était à Lyon, je sais pas si c'est pareil pour Jean-Marie, mais moi, il y a des gens qui m'ont dit, enfin, qui croyaient qu'on avait touché une grosse subvention pour monter ce MOOC. Je les ai vite, je leur ai vite dit la vérité. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote, mais ça m'a frappé, c'était amusant. C'était quand même amusant. Parce que, voilà, dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, il y a des projets, quels qu'ils soient, hein, c'est pareil pour le logiciel. Hein, je continue dans mon prolongement, mais c'est forcément des choses institutionnelles où il y a eu un budget qui a été mis en place, etc. Et puis, voilà. Or, on sait très bien qu'un certain nombre de projets se montent sans avoir ce cadre-là. Non, globalement, en fait, je pense que
enfin, tous les éléments autour des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, tous les colloques auxquels je vais, toutes les réunions, ça parle au MOOC. Alors les gens se demandent si c'est un ballon qui va se dégonfler ou pas, mais on entend ça très nettement. Les gens font pas la différence, comme je le disais, font pas forcément la différence entre les approches connectivistes et les approches les XMOOC. Mais cela dit, voilà, le mot a vraiment percé parce qu'il y a 6 mois on parlait de MOOC, mais alors on nous regardait. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là bizarre? Mais c'est marrant parce que j'ai connu la même chose à l'époque avec les blogs où je me rappelle, il y a maintenant 10, 11, 12 ans, enfin, j'ai eu mon premier blog en 2001 et puis je me rappelle, c'était à l'époque des petites communautés, et puis c'est pareil, le terme a commencé à percer dans les médias au fur et à mesure, les grands médias s'y sont mis, donc peut-être que quand Skyrock lancera sa plateforme de MOOC, tout le monde saura ce qu'est un MOOC. SkyMOOC. Je devrais pas dire ça, ça se trouve c'est ce qui va se réaliser. Bref, non, plus sérieusement, au niveau institutionnel, on sent des grands points d'interrogation par rapport à ces éléments-là, un grand intérêt. On ne sait pas comment les choses vont se faire, à quelle vitesse. Est-ce que l'institution a la vitesse pour se mettre par rapport à ça? C'est une réelle question. Comment est-ce que d'autres s'empareront de cet élément-là? Moi, je sais que globalement, avec les institutionnels avec qui j'ai pu discuter et autres, les gens se disent il faut qu'on y aille, mais se demandent comment y aller. Voilà. Donc, je sais que dans mon établissement, ils étaient très contents que je fasse partie des gens qui se sont lancés dedans. Enfin, c'est la vie d'un enseignant-chercheur, on participe à un certain nombre de projets de manière autonome, et puis pour l'établissement, c'est forcément tout bénef si c'est un projet qui fonctionne. Donc, c'est pas la contrepartie, mais c'est ce qui va avec la liberté qu'on a dans ce métier-là, c'est-à-dire de pouvoir s'investir sur un certain nombre de projets sur un certain temps. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais globalement, voilà, je pense que tout le monde se demande qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est maîtrisable? Après, il y aura aussi, est-ce que c'est rentable? Enfin, ça, faut pas se leurrer, hein. La question de la rentabilité va venir assez vite derrière. Mais ça, en fait, ça, j'ai pas vraiment de souci par rapport à ça, parce que c'est pour ça que je reviens tout le temps à ma comparaison avec des logiciels libres, parce que il y a des logiciels libres qui sont tout à fait rentables, enfin qui fonctionnent sur des modèles où certaines entreprises payent une partie des salariés à participer à des logiciels sur leur temps de travail, et puis ils trouvent un retour par ailleurs derrière. Peut-être que ce sera la même chose pour des MOOC. Après, voilà, ça nous dépasse. Là, ce qui était bien dans le MOOC Itipa, c'est qu'il n'y a pas eu on n'a pas trop à se soucier de la composante institutionnelle, c'est-à-dire on a pu faire les choses. Non, mais on n'a pas eu besoin d'avoir l'accord de. Bah, c'est normal, c'était en dehors de vos heures de service. Oui, mais c'était. Oui, mais dans un projet qui serait un peu plus institutionnel, parce qu'après aussi la question va être globalement comment est-ce qu'on institutionnalise tout ça, comment est-ce qu'on fait ça? Et donc on en revient aussi à la question juridique de propriété, on en revient à plein de choses comme ça, on en reviendra à la taille de tel logo, de tel établissement, la taille de tel truc. Et en fait, on verra plus les participants parce que l'image Google+, elle sera criblée de logos. En fait, vous voyez, il y aura les logos de tous les établissements et de toutes les entités. Et puis, il y aura un sponsorisé par Google. Ah non, mais ça y est déjà. Ça y est déjà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vais couper maintenant la diffusion. À moins que toi, tu veuilles rajouter quelque chose. Bah non, je peux vous remercier publiquement avant que vous coupiez pour votre action. Voilà. Merci à toi.